Dans ce module, on va voir le framework table pour créer des tables dans une base de données. Donc ça sera à peu près la même façon de faire que le framework Pulse pour les automatisations. Donc ici, le framework table, ça va être, je vais vraiment essayer de vous montrer, de vous faire essayer de comprendre comment fonctionne la création d'une base de données, que ce soit sur Airtable, que ce soit sur Notion, que ce soit sur Supabase, même si Supabase c'est un petit peu différent. Là, ça sera vraiment en fait, comme je vous ai expliqué pour les automatisations. Si vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller la regarder et vice versa. Ça sera vraiment d'essayer de vous donner toutes les clés pour identifier au global quelles sont les tables, les entités, la donnée, comment elle va être traitée, comment elle va être utilisée au sein de l'entreprise ou même personnellement. Donc là voilà, ça fait quand même plusieurs temps maintenant que je fais des bases de données. J'ai réussi, comme je vous ai dit, avec l'IA, essayer de construire un truc assez générique, mais qui comporte vraiment tous les détails pour ne plus être trop perdu et de faire des bases de données optimisées pour gérer sa donnée. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous donner quelques petits tips. Premièrement, ne vous fiez jamais à votre intuition pour nommer les choses, observez comment les futurs utilisateurs parlent de leur métier et adoptez leurs termes exacts. Il y a certains projets où on pouvait utiliser des termes comme lead alors que l'équipe parlait de prospect. C'est excessivement et extrêmement important de définir la nomenclature. C'est un petit peu comme si vous définissez des variables d'environnement pour un serveur et qui a besoin de fonctionner. Et si vous changez cette variable, bah forcément, toutes les fonctions inhérentes à cette variable vont cesser de fonctionner. C'est exactement la même chose pour les bases de données. Et typiquement, ça peut être si Michel il appelle lead, mais que les autres personnes de la boîte ils appellent tous ça prospect. Bah à un moment donné, il faut vous mettre d'accord sur quel est le terme à avoir parce que on peut avoir des leads, on peut avoir des prospects, mais potentiellement que ces leads sont complètement dissociés d'un prospect et que vous avez besoin de faire deux choses différentes, alors que peut-être une personne parle de la même chose. Donc après, en fait, c'est pas du tout la même structure, c'est pas les mêmes fonctionnalités, c'est pas le même traitement de données. Donc c'est important de pouvoir bien définir toute cette nomenclature. Et si vous avez déjà pratiqué Airtable ou que vous allez pratiquer Airtable au cours de ces modules, bah, typiquement, vous allez voir que lorsqu'on va créer des tables, il y a certaines fois où Airtable va nous proposer des nomenclatures d'entités. Donc si on va commencer à marquer des rendez-vous, Airtable va classifier ça comme rendez-vous. Et quand ça n'existe pas, ça s'écrira en tant que dossier. Donc voilà, c'est ce genre de petits détails qui, quand on commence, peuvent paraître anodins, mais généralement c'est là où il va y avoir les problèmes, parce que ça risque de merder, que ce soit dans les automatisations, que ce soit dans la base de données en elle-même, que ce soit dans la communication avec vos équipes, avec vous-même, vos collaborateurs, etc. Donc voilà, il faut vraiment rester bien au clair là-dessus et prendre bien le temps de faire ça. Ensuite, le second tips, ce sera de prioriser toujours l'usage quotidien sur l'usage occasionnel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vous concentrer sur ce qui est utilisé le plus souvent plutôt que d'essayer de perfectionner un truc qui n'a pas en fait grand intérêt dans la boîte. Simplement, ça va juste vous faire procrastiner plutôt que de faire vraiment des choses utiles. Donc il faut vraiment, quand on va créer une base de données, une application, on va stocker de la data, il faut vraiment se dire que à la base c'est vraiment quelque chose d'utile dont on a besoin maintenant, et après toutes les petites tâches secondaires, etc., on verra plus tard. En fait, ça fait un peu à l'instar d'un MVP, c'est-à-dire que, ok, pour lancer mon idée, concrétiser mon idée, quelles sont les fonctionnalités dont j'ai besoin à ce moment T, quelles sont les trois plus grosses features, sans quoi l'application en fait ne servira à rien. Donc c'est vraiment ça aussi qu'il faut réussir à identifier. Ensuite, les données propres sont toujours plus importantes que les données complètes. Préférez toujours des champs à des choix limités plutôt que des champs libres quand c'est possible. J'ai vu une base avec 37 façons différentes d'écrire un pays parce qu'il n'y a pas de liste standardisée. Ça, c'est une des grosses problématiques dans les entreprises qui implémentent ce genre de base de données. Donc après, là, je prends l'exemple des outils no-code type Airtable, type Baserow, type Notion. Mais sur un Excel, c'est pareil. Je sais qu'on peut faire des single select sur Excel. Et pareil, si vous rentrez de la donnée en mode, je vous donne un exemple. Si vous donnez France, ça c'est une donnée. Si vous marquez France, c'est le même pays, c'est deux données. Si vous marquez France,
c'est une troisième donnée sur le même pays. Si vous marquez France comme ça parce que la personne a fait une faute de frappe, bah, tout ça, en fait, c'est un seul et même pays, mais écrit différent. Donc en fait, si jamais vous devez filtrer de la data par rapport au pays en question, si vous laissez le champ libre aux utilisateurs, parce que partez toujours du principe que les utilisateurs sont cons, d'accord? C'est pas péjoratif, c'est juste que lorsque vous donnez le choix à l'utilisateur, lui ne sait pas du tout comment est gérée votre base de données, votre back-end, vos process, vos automatisations, et c'est pas à lui à s'adapter à votre outil, c'est à vous à s'adapter à l'utilisateur pour rendre la chose la plus simple et que la data soit extrêmement pertinente. On verra aussi également un peu plus tard, lorsqu'on va décider si on utilise des champs à sélection unique, multiple, ou créer une table pour référencer toutes ces catégories. Ça aussi, c'est des questions à se poser, des bonnes pratiques à utiliser, parce que sans ça, ça peut, sans savoir ce truc-là, ça peut vous niquer complètement un projet, ça peut vous faire perdre un temps fou, parce que du coup, il faut rétro-pédaler sur tout ce qu'on avait fait, parce qu'à un moment donné, vous allez avoir une situation dans votre process où là vous allez vous dire ah, le fait que j'ai fait que j'ai laissé le choix à l'utilisateur, bah en fait je vais passer plus de temps à retraiter la donnée derrière plutôt que d'avoir mis une base avec juste le nom France et les gens sélectionnent le mot France comme moi, entreprise ou personnel, je décide que l'utilisateur utilise cette data, d'accord? Ensuite, on a un dernier tips, une base doit rester flexible, ne crée jamais une structure qui ne peut pas évoluer. On peut construire des bases pendant 3, 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans. Quand elles sont bien faites, en fait, ça sera juste des nouveaux ajouts de fonctionnalités. Et en fait, à chaque fois, imaginez que à chaque fois qu'il y a une mise à jour d'Instagram, de Snapchat, de TikTok, de LinkedIn, de Airtable ou quoi que ce soit, ils doivent à chaque fois recréer la base de données pour sortir une fonctionnalité. Ça n'a aucun sens, d'accord? Et en fait, ça, c'est possible parce que du coup, tous les développeurs architecture en interne, en amont, ont bien pensé la solution pour que si jamais il se passe ci, il se passe ça, bah, qu'on ne soit pas obligé de recasser toute la base pour créer, mais simplement de rajouter une fonctionnalité, une base de données, des liaisons entre les tables, etc., pour faire cette fonctionnalité. Ensuite, pour démarrer le framework table, donc la première lettre, ça va être tout ce qui est terrain et taxonomie. Donc la première chose, ça va être d'identifier les acteurs du système, qui va utiliser la base de données, qui va utiliser cette application, quels sont les rôles et responsabilités de chacun, et quelles sont leurs attentes vis-à-vis du système. Prenons le cas typique d'une entreprise avec 3 ou 4 employés, une au secrétariat, une au marketing, une à la comptabilité, et le dirigeant, l'administrateur. Bah, du coup, ces 4 typologies de personnes travaillent dans la même entreprise, mais n'ont pas les mêmes tâches. Pourtant, chacun utilise une base de données unifiée. Et c'est pour ça qu'il faudra bien définir qui fait quoi, qui a accès à quoi, qui permet de lire quoi, qui permet d'écrire quoi, qui peut supprimer quoi, etc. Comme ça va vous permettre de granulariser vos utilisateurs, de granulariser la donnée, que chaque donnée du coup soit identifiée, processisée, validée par la personne qui est en charge de cette tâche, ça fois X nombre de personnes ou d'équipes marketing dans la base de données, pour que la base puisse tourner tranquillement sans qu'il y ait de problème. Ensuite, deuxième étape, ça sera de cartographier les concepts métiers essentiels, c'est-à-dire quels sont les objets concepts centraux du domaine, comment les concepts sont-ils nommés par les utilisateurs, et existe-t-il des hiérarchies entre ces concepts. Prenons l'exemple classique de, je sais pas moi, d'un CRM. Quelles sont les entités dont j'ai besoin pour faire tourner mon CRM? Eh ben, j'ai besoin d'une base de données de contact, d'une base de données d'entreprise, d'une base de données d'opportunités, pour faire simple. Et ensuite, ok, qui a accès à la base contact, qui a accès à la base prospect, qui a accès à la base opportunité, quelles sont les hiérarchies, est-ce qu'un client est lié à un prospect, est-ce que ce prospect devient client, donc du coup est-ce qu'il y a un lien entre ces tables-là, lorsque je fais des appels avec ce client, est-ce que je le mets en opportunité, est-ce que je le mets ici, est-ce que je le mets là, tout ça c'est des questions à se poser pour vraiment bien conceptualiser la base, et sachez que vous ne payez pas à la table ni au champ dans la base de données, vous ne payez uniquement à la quantité de données inscrites, donc ce n'est pas grave d'avoir 150 000 champs. Bon, après, allez pas non plus dans l'excès, mais ce que je veux dire, c'est si vous avez vraiment besoin d'unifier, d'avoir une donnée précise, etc., rajoutez un champ, plutôt que de vous brider, de mal faire la base, parce que vous aurez des problèmes plus tard là-dessus.
Ensuite, établir une taxonomie cohérente, c'est-à-dire créer un lexique des termes métiers, donc ça, c'est ce dont je vous parlais en introduction, standardiser les nomenclatures, et éviter identifier les synonymes à éviter. Donc, dans l'exemple de tout à l'heure, le lead et le prospect, c'est exactement le même truc, mettez-vous d'accord. Pour tout ce qui est lexique, ça peut être aussi la nomenclature de comment on écrit les champs, comment on détermine, par exemple, des numéros de facture, comment on décrit, par exemple, des titres de process. Tout ça, il faut bien le mettre dans un document parce que cette donnée, une fois que tout le monde a l'habitude de travailler dessus, je vois pas pourquoi Michel viendrait créer une nouvelle méthode de travail, l'afficher dans sa donnée, et en fait, au final, il y a que lui qui peut comprendre ce qu'il a écrit, alors que c'est pas le but. Le but, c'est vraiment que tout le monde partage sa donnée, que Micheline peut aller voir la vue de Michel, et vu que vous avez une norme standardisée d'écriture, de lecture, de process, de tâches dans votre entreprise, au moins tout le monde pourra lire cette data, et c'est comme ça que du coup on fait des bonnes bases de données. Ici, je vous ai mis un exemple pour revenir aux cartographies de concepts de métiers essentiels. Ici, j'ai fait une base de données pour tout ce qui est la gestion ressources humaines et administratives. Donc ici, on peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 types de, de, de secteurs en fait dans cette même application. Donc pour tout ce qui est gestion RH, on va voir tout ce qui concerne les employés, les contrats, les avenants, les absences, les formations. Ensuite, dans suivi employé, pareil, il va y avoir des critères d'évaluation, les rendez-vous, etc., etc. Pour les candidatures, ça va être les candidatures de poste. Ensuite, les interviews, les tests, etc., etc. Les documents, ça peut être le listing de tous les contrats, ça peut être des documents techniques, des documents administratifs, les pièces d'identité des gens, ça peut être énormément de choses. Et ensuite, configuration, ça peut être une méthode qui permet de modifier un petit peu l'interface ou quelques fonctionnalités pour l'administrateur si on peut le faire de ce niveau-là, pour voilà, qui configure ça. Et ensuite, on peut dire que cette configuration, c'est accès que à telle personne dans la base de données, notamment l'administrateur ou le patron. Et ensuite, tout le reste, la gestion RH, ça sera pour la partie RH. Par exemple, vous avez un alternant qui utilise des candidatures, mais qui vous n'avez pas forcément besoin qu'il ait les infos sur toutes ces informations en amont. Et du coup, vous lui dites que lui, il aura accès que aux candidatures pour suivre les postulations à des postes. Okay. Ensuite, on va passer au A, donc qui sont, qui est un petit peu la partie critique, on va dire, des bases de données, parce que généralement, c'est là où il y a le plus d'erreurs. Donc ici, ça va être l'association et l'architecture. Donc ici, identifier les entités principales. Donc c'est ce que je vous ai dit ici. Quelle table ou base principale devrons-nous créer pour utiliser cette application? Quelles sont les propriétés fondamentales que possède chaque table ou base, et quels sont les identifiants uniques pour chacune? Pour le coup, des identifiants uniques, ça peut être du coup la première colonne de votre table Airtable. Est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est un ID? Est-ce que c'est une date? Est-ce que c'est un numéro? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Donc en fait, ça revient à ici. Donc en fait, quand je vais avoir mes employés dans ma base de données, quelles sont en fait les propriétés que je vais associer à cet employé? Ça sera son prénom, son nom, son adresse mail, son numéro de téléphone. Et ensuite, vu qu'on est dans un système de base de relations, de tables liées, comme il y a ici, on va pouvoir venir associer un employé à un contrat, et du coup ce contrat également aura des détails spécifiques qui seront du coup liés à cet employé, et à un moment donné on va pouvoir récupérer depuis la fiche employé les détails du contrat qui lui concerne, parce que la data existe et on va venir l'appeler. Donc ici en fait on a plusieurs types de relations, on en a trois lorsqu'on modélise des bases de données. On a le one-to-one, c'est-à-dire un client a une seule adresse de facturation. Le one-to-many, un projet contient plusieurs tâches. Et many-to-many, des employés peuvent travailler sur plusieurs projets. Ça, c'est très important à comprendre. Dans Airtable, vous avez une certaine flexibilité par rapport à ça. C'est très facile de gérer. En revanche, si vous allez passer sur de la base de données PostgreSQL véritable, type Supabase ou Xano, vous allez potentiellement devoir réapprendre certaines façons de faire, parce que du coup, c'est pas du tout la même fonctionnalité sur différents outils. Airtable, c'est vraiment pour de l'opérationnel, pour gérer de la donnée facilement. En revanche, lorsqu'on va vouloir faire un SaaS, lorsqu'on va vouloir faire une application à échelle grand public, il faudra revoir totalement notre structure. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez important
Et je pense que on aura l'occasion d'essayer de voir un petit peu tous ces termes-là à travers de la création de bases de données, mais il faut vraiment que vous penchez sur la question en mode quelle entité a une ou plusieurs associations, est-ce que c'est répétable, répétitif, voilà, il faut vraiment que ce soit, comment dire, bien noté, bien documenté et bien surtout compréhensible. Et ensuite, la stratégie d'implémentation sont les relations directes avec les champs liés, les tables de jonction pour relations complexes et les décisions entre des duplications ou des références. Ici, c'est en mode si jamais on a de la donnée qui est dupliquée, donc là si on prend le cas par exemple d'un CRM où vous avez des prospects et des clients, est-ce que vous allez mettre les mêmes données dans prospect et remettre la donnée dans client parce que votre prospect devient client, ou bien vous segmentez de la data pour les prospects, et une fois que ce prospect devient client, vous rappelez la data qui vient de prospect. Généralement, c'est ce qu'on fait. Ça évite de faire de la duplication, du doublon de données. Généralement, après, quand on va venir calculer, faire des statistiques, etc., bah, peut-être que les KPI seront faux parce que du coup, il y aura du doublon. Tandis que lorsqu'on va faire de la référence, bah, en fait, on va garder uniquement la donnée présente qu'on avait segmentée au départ. Après, il se peut, bien entendu, qu'il y ait des tables où on doit faire des duplications. Généralement, c'est à éviter, mais bon, c'est jamais un 100%, donc il peut se poser ce genre de questions également. Ensuite, pour aller plus loin, on va continuer avec le B. Donc, quels sont les besoins et bénéfices de cette base de données, de cette application? Donc ici, il faudra lister les cas d'usage, quelles sont les 3-5 opérations les plus fréquentes, quelles questions essentielles doit répondre la base, et quels rapports aux visualisations sont indispensables. Donc, imaginons que vous ayez besoin d'accélérer votre relation commerciale dans votre entreprise. Bah, peut-être que HubSpot c'est trop cher, peut-être c'est trop compliqué, Salesforce c'est pareil, vous n'avez pas réussi à faire quoi ou qu'est-ce sur ces outils-là, vous avez besoin de quelque chose de personnalisé, donc vous allez créer une table pour, par exemple, ajouter un nouveau contact, automatiser des devis, automatiser des propositions commerciales, donc ça, vous allez lister les opérations. Depuis ces opérations-là, du coup, ça va vous mettre les entités, les tables et bases à définir dessus. Une fois que vous avez créé cette table, vous allez pouvoir venir poser la question d'un mode, ok, quelles sont les vues dont j'ai besoin. Ici, si je prends cet exemple-là, en termes de rapport aux visualisations, peut-être que si on a ici dans l'exemple, des produits dans notre cave à vin, et qu'on a plusieurs types de produits, donc ici j'ai mis des vins, des spiritueux et des champagnes, ben en fait si on a une seule vue ici tous les produits, si on met juste ça peut être compliqué à venir récupérer de la data, tandis que Airtable est surtout reconnu pour ça, pour avoir des vues différentes, pour pouvoir trier. Donc ici, j'ai fait une vue tous les produits en stock, donc j'ai juste filtré cette vue avec un statut en stock, ou quantité supérieure à 0, et ici pour les ruptures en stock, c'est inférieur à 0. Ici, c'est exactement la même chose, sauf que le type de produit, j'ai dit que je voulais filtrer uniquement par le vin, ici par les spiritueux, ici par les champagnes. Donc en fait, ça évite, par exemple, de recréer une table en mettant juste vin, spiritueux, champagne, parce que du coup, la data, elle sera éparpillée. Ici, on centralise tout, et ensuite, on vient filtrer la donnée. Ensuite, cartographie des parcours utilisateurs, comment les gens vont interagir avec la base, quelles informations doivent être immédiatement visibles et quelles sont les frictions actuelles à éliminer. C'est-à-dire que le but de faire ce genre d'application de base de données, c'est pour gagner du temps. Donc si votre interface elle est dégueulasse, si vos données elles ne sont pas propres, que les gens ont besoin de faire 36 actions en plus qu'avant pour faire certains process, en fait votre base elle sert à rien. Donc autant arrêter. Et ensuite, on va évaluer ces bénéfices, donc quels sont les gains de temps, comment on va pouvoir les mesurer, l'amélioration de la qualité des données, et ensuite des capacités d'analyse. Tout simplement, si on passe d'un Excel où chacun peut marquer le nom d'un pays, comme on peut reprendre cet exemple, et que là maintenant, ensuite, on va pouvoir passer à une donnée où simplement les gens sélectionnent la donnée que nous, on a créée, et potentiellement qu'on va avoir des rapports beaucoup plus fins, beaucoup plus détaillés, chaque fin de semaine, mois, jour, trimestre, etc. Donc ça nous permet quand même de monter en compétences là-dessus, et surtout en termes d'analyse de data. Ensuite, le L,
Ça va être tout ce qui est logique et liste. Donc, pour définir les types de champs appropriés. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un prénom, d'un nom? Ça, c'est quoi? C'est du texte, donc on a besoin juste d'un champ texte pour insérer ces données. Si par contre, on a besoin de faire des calculs de temps, par exemple, on va prendre un champ durée, on va pouvoir marquer 1 heure. Si on veut, par exemple, noter quelqu'un, du coup, on va définir un champ de type note. Bien entendu que on peut utiliser également juste du texte et du nombre pour certains trucs, mais là on prend toujours l'exemple de Airtable et de Notion, étant donné que c'est plus de l'opérationnel, c'est plus du visuel, c'est plus pour maîtriser un petit peu sa donnée, c'est pour ça qu'il y a énormément de champs disponibles. En revanche, si on prend un outil comme Supabase, on aura simplement du texte et du nombre, et ensuite il faudra le traiter différemment en interface. Donc ensuite définir le type de champ, la longueur, le format et les contraintes. Peut-être que sur certains types de champs, on voudrait que ça soit formaté comme ci, comme ça, etc. Des valeurs par défaut, ça peut être lorsqu'on va créer une nouvelle idée, un nouveau contenu, on va mettre par défaut le fait que ce soit un brouillon. Comme ça, on n'est pas obligé à chaque fois qu'on va créer une nouvelle information d'aller sur le statut, de le changer en brouillon, ou même de faire une automatisation. Ici, on va pouvoir directement le mettre par défaut. Ensuite, les listes d'options standardisées, là, c'est vraiment un vrai sujet de design de base de données, mais il faut quand même que vous gardiez à l'esprit des statuts cohérents. Si jamais voilà, vous avez vos statuts de pipe commercial, de gestion de projet, etc., il faut que ce soit exactement tout le temps la même chose. Comme ça va vous éviter des erreurs, des allers-retours, des problèmes de l'automatisation, etc. De bien catégoriser vos champs, tout simplement, et ensuite de faire le choix entre une liste déroulant, un champ libre ou une table. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'ici, je vous ai pris l'exemple de la base de données de gestion de ressources humaines et administrateurs. Ici, on aurait pu faire dans la table contrat ce qu'on peut faire classiquement, c'est-à-dire une sélection unique et marquant le type de contrat de l'employé. En revanche, dans ma base, vu qu'elle est un petit peu plus détaillée, en fait, sur ce contrat, j'ai quand même besoin que ce soit lié à une fiche de poste. Parce que lorsque je vais créer, moi, mes fiches de poste pour employer de nouvelles personnes, en fait, j'ai besoin quand même d'aller lier à un contrat. Et là, ça permet du coup de ne pas dédupliquer la donnée, mais de faire référence à une base de données contenant des types de contrats que je peux aller réutiliser partout dans ma base de données. Alors que ici, si je l'avais mis juste en sélection unique dans ma table employé, ça voudrait dire que dans ma table fiche de poste, j'aurais dû refaire une sélection unique de contrats. Et si par exemple la France dans 2 ans décide de créer des nouveaux statuts juridiques en termes de contrat de travail, ça voudrait dire que dans chaque table maintenant que je vais devoir mettre à jour, retrouver dans quel champ était la sélection unique, de rajouter les types de contrats et faire ça dans toutes les tables où vous avez fait ça. Tandis que si vous mettez juste une table, vous allez juste cliquer sur plus, vous allez rajouter un nouveau contrat et ce nouveau contrat sera disponible également sur toute votre base de données. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser des formules et des automatisations pour faire des calculs automatiques, des validations de règles métiers et des dépendances entre les champs. Notamment, les formules Airtable sont quand même relativement cool pour faire tout ce qui est conditions d'affichage de texte, de calcul de date, de calcul de devises, des calculs de temps, etc., etc. Tout ça, ça va pouvoir faire à l'intérieur de la base de données et vous allez quand même pouvoir comme ça récupérer la donnée, afficher cette donnée, faire des statistiques, faire des calculs avec ça, tout simplement parce que votre data, elle sera clean, elle sera nette, elle sera structurée, et vous aurez tout le loisir comme ça de pouvoir la traiter, de la modéliser, et de faire un petit peu ce que vous souhaitez avec. Et ensuite, pour finir, ce sera la partie ergonomie et évolution. Donc ici, créer des vues adaptées à chaque rôle, avec des vues filtrées par responsabilité, des vues spécialisées par type d'activité, et tableau de bord synthétique. Donc là, si on reprend cet exemple-là, c'est de ne pas du coup recréer des tables spécifiquement pour des vins en stock, en rupture, machin. C'est vraiment à l'intérieur de cette même table de pouvoir filtrer la donnée, de pouvoir aller l'appeler. Et ensuite, on peut imaginer, bien entendu, des vues spécifiques pour certains types d'équipes dans la boîte, ou que cette personne, en fait, elle est que assignée au vin, donc en fait, elle aura uniquement la vue vin, mais par contre, Brigitte, elle aura uniquement la vue au spiritueux. Voilà, on peut faire après quand même ça de la granularisation totale.
Et donc comme ça va permettre d'optimiser l'expérience utilisateur, d'organiser logiquement ses champs, logiquement sa donnée. On pourra utiliser des codes couleurs et des formatages conditionnels. Si par exemple vous avez l'habitude, dans votre travail, de pouvoir, je sais pas moi, nomenclaturer certains types de devis, certains types de projets, certains types de X ou Y tâches, et bah pareil, votre langage naturel d'entreprise va pouvoir se refléter également sur Airtable avec les vues que vous allez pouvoir créer. Ensuite, pour tout ce qui est les parties automatisation, développement, on aura potentiellement également besoin de créer des vues. Et bah ça, en fait, on va pouvoir masquer ces champs pour éviter qu'une personne qui ne connaît rien à Airtable ou qui fait pas exprès et qui supprime un champ en fait qui était le déclencheur de 12 automatisations dans la table. Et bah après, il faut savoir qui c'est, il faut savoir quand ça a été fait, il faut aller retrouver ensuite les dégâts que ça a provoqué et ensuite essayer de rétro-pédaler pour corriger ce truc. Donc voilà, on permet maintenant de pouvoir cacher ce genre d'informations pour éviter les problèmes, et ensuite, bien entendu, d'anticiper les évolutions futures, donc de bien programmer votre base de données pour ensuite vouloir ajouter uniquement des tables ou des champs dans les tables présentes pour ajouter des fonctionnalités plutôt que de tout créer pour reconstruire, et ensuite de planifier si jamais votre boîte, vos données, votre activité grossit, comment vous allez pouvoir gérer aussi ce flux de données-là, et ensuite bien entendu de faire une documentation sur les choix créés pour cette base de données. Voilà un peu pour cette introduction pour le framework table, qui va vous permettre comme ça de faire des bases de données plus efficacement, en tout cas je l'espère, pour vous donner vraiment un ordre d'idée, et pour que vous puissiez tester la première création de votre table juste après.